Merci beaucoup, Fabien, d'être là. Fabien qui vient. Merci pour l'invitation. Je t'en prie, tu viens de rejoindre Luco. J'ai sauté sur l'occasion. Je me suis dit, c'est le bon moment pour échanger ensemble sur tes problématiques. Du coup, aujourd'hui, on va parler d'optimisation de parcours utilisateur. Je sais que c'est une problématique qui revient très, très souvent. Nous, chez The Product Crew, on est vachement sollicités par des entreprises qui recherchent des profils ayant vachement travaillé sur ces problématiques-là, que ce soit en B2B, en B2C. Du coup, on va te laisser prendre la parole, peut-être te présenter un petit peu et peut-être parler un tout petit peu de Luco et puis surtout échanger autour de cette problématique-là. Une petite demi-heure et ensuite, on passera à une session de questions-réponses. Vous pouvez dès à présent poser vos questions dans le chat. Je vous encourage à le faire. On les prendra, on les notera et on les partagera juste après le chat, on les partagera avec Fabien. Yes, avec plaisir. Attends, je vais partager mon écran déjà. Hop, est-ce que vous le voyez bien? Yes, super. Ok. Hop, je vais masquer ça. Bon, bah, super. On va pouvoir commencer. Bon, bah, bienvenue à tous déjà. Donc, déjà pour commencer, peut-être par présenter Luco, pour ceux qui ne connaîtraient pas encore cette startup. Donc, on est une boîte tech qui a pour ambition de révolutionner ce qu'on va appeler le home care. Donc, c'est vraiment en fait tous les services qui vous permettent de prendre soin de votre logis, que vous soyez locataire, que vous soyez propriétaire, donc que ce soit pour une résidence secondaire. Et le premier produit pour construire cette vision, ça a été vraiment de révolutionner l'assurance habitation en ayant notamment un parcours de souscription plus simple, plus intuitif. Et maintenant, l'idée, c'est d'ajouter aussi toute une brique de prévention à votre domicile, notamment à travers des objets connectés qui vous permettent de monitorer votre consommation d'eau, votre consommation d'électricité, et notamment de mettre en place des alertes quand c'est nécessaire. Et aussi à travers tout un tas de services, des services additionnels pour justement prendre soin de votre foyer. On a notamment un service qui s'appelle Dr House, qui permet de faire un petit diagnostic de votre résidence pour s'assurer que vous êtes aux normes, qu'il n'y a pas de risque identifié. Donc, ça se fait par visio. On a aussi un service qui permet de faire de la location d'appartements. Donc, voilà, il y a tout un tas de services qui viennent s'ajouter finalement à la proposition de valeur initiale qui était l'assurance habitation pour permettre de réaliser une vision un peu plus ambitieuse qui est celle du home care. À l'heure actuelle, on est un peu plus de 150 collaborateurs. On est présent en France, on est présent en Espagne, et puis il y a des développements qui sont prévus à l'international cette année. Et donc, effectivement, pour parler de moi et de ce que je fais là-bas, donc moi, ça fait un petit moment que je suis dans le product management. J'ai commencé chez MyBestPro, qui était une société de mise en relation entre des particuliers et des prestataires de services autour de différentes verticales, comme les travaux, comme la médecine, comme peut le faire Doctolib à l'heure actuelle. Ensuite, j'ai rejoint un cabinet de conseil qui s'appelle TIGA, où j'étais lead product manager. Puis Virtuo, c'est le moment où j'ai un petit peu rejoint l'univers des startups en tant que lead product manager. Je m'occupais notamment déjà des problématiques d'acquisition, d'activation de revenus sur un produit qui était plus centré sur une app, sachant que Virtuo, c'est de la location de voitures. On était déjà dans une entreprise qui voulait disrupter un secteur bien établi, donc la location de voitures. Et du coup, chez Luco, où là, je suis Head of Product de la Tribe User Acquisition, qui, comme son nom l'indique, vise à maximiser le nombre d'utilisateurs qu'on recrute et à maximiser aussi le revenu de la base de nos utilisateurs. Voilà, pour vous donner un peu de contexte sur l'organisation product chez Luco, on va avoir 3 tribes. Donc, on va avoir une tribe, donc User Acquisition, dont l'objectif est vraiment de recruter de nouveaux utilisateurs, gros objectif de growth. Une deuxième tribe qui va être User Life. Donc là, c'est une fois que l'utilisateur a souscrit un contrat, comment est-ce qu'on va pouvoir l'accompagner, gérer notamment la promotion de services additionnels que je pouvais mentionner juste avant. Et enfin, on va avoir une dernière tribe qui est Moment of Truth et qui a pour vocation à gérer le moment de vérité dans la vie d'un user, qui est typiquement quand il est face à un sinistre. Et c'est un petit peu un moment de bascule où finalement, on peut en faire un ambassadeur à vie si la gestion de son sinistre est efficace, et comme on peut aussi en faire un détracteur à vie
si la gestion du sinistre est un petit peu moins efficace. Donc ça, c'est pour l'organisation globale. Donc 3 tribes qui sont rattachés directement donc, à notre CEO. Et donc, dans chacune des tribes, on va avoir un découpage par squad. Typiquement, dans User Acquisition, on va avoir 3 squads différentes avec à chaque fois donc, des profils pluridisciplinaires, User Research, Design, PM, et bien sûr, évidemment, des profils techniques. Donc, voilà un petit peu pour mes expériences passées et donc actuelles chez Luco. Et donc, pour revenir au sujet de ce soir, l'idée, c'est de vous faire présenter les bonnes pratiques qu'on peut avoir quand il s'agit d'optimiser des parcours utilisateurs. Donc, pour cela, j'ai découpé la discussion autour de 4 temps. Donc, le premier, c'est déjà de bien définir ce qu'on entend par parcours utilisateur clé et comment justement les identifier. Comment ensuite on améliore l'acquisition de nouveaux clients. Donc, il y a l'acquisition et il y a l'activation. Si on prend un peu le modèle ARRR, finalement, donc qui sont un acronyme pour acquisition, activation, rétention, referral, revenu. Donc, moi, je vais plutôt m'occuper des 2 premiers, donc acquisition, activation. Et donc, la partie 3, on va s'intéresser à justement comment est-ce qu'on améliore l'activation à travers un process d'expérimentation, expérimentation A/B test. Et enfin, pour finir, on va s'intéresser à la dernière brique, qui est comment est-ce qu'on maximise le revenu. Donc, voilà pour l'agenda. Donc, le premier point, ça peut paraître évident, mais parfois, on peut observer qu'on met un peu la charrue avant les bœufs, c'est déjà de bien définir les parcours utilisateurs clés. Donc, typiquement, si on prend l'exemple de Luco, si vous allez sur notre site Internet, vous pouvez le faire d'ailleurs en live, vous allez voir qu'on a de nombreux parcours utilisateurs qui sont à disposition. On va avoir un parcours utilisateur pour des assurances habitation pour résidence principale, pour résidence secondaire. On va aussi avoir de l'assurance emprunteur. On va aussi avoir de l'assurance pour des propriétaires non occupants. Et c'est autant finalement de produits qui correspondent à différents types de parcours utilisateurs. Et chacun de ces parcours utilisateurs n'a pas le même poids d'un point de vue stratégie business. Donc, premier réflexe, c'est de partir un peu des OKR de l'entreprise. Si vous êtes en OKR, si vous n'êtes pas en méthodologie OKR, ça peut être intéressant juste de partir des grands objectifs business de la boîte et donc de vous dire, par rapport à cela, les parcours utilisateurs que j'ai sur mon site web, sur mon app, quels sont ceux qui sont critiques d'un point de vue business. Typiquement, nous, chez Luco, ce qui va être critique, c'est le parcours de souscription à une assurance habitation pour une maison ou pour un appartement. Et donc, c'est sur ces parcours utilisateurs qu'on va se concentrer pour justement bien les suivre et bien les définir. Donc, une fois qu'on s'est mis d'accord sur un parcours utilisateur, donc, typiquement, qu'il y a une première étape et une étape de fin. Donc, si on reprend l'exemple de Luco, pour nous, ça va être le customer journey qui va de la page d'accueil, quand un utilisateur arrive sur la page d'accueil de Luco, jusqu'au moment où il souscrit à son contrat, donc sur la page paiement. Donc, on va définir comme ça un début, une fin. Ce qui va nous intéresser après, c'est de s'intéresser à toutes les étapes intermédiaires. Et donc là, la nécessité de créer des entonnoirs de conversion. Je vous ai mis un petit exemple à droite que vous pouvez voir donc, sur la présentation. Typiquement, on peut commencer sur la landing page, ensuite la page où on récupère les informations personnelles, notamment l'email, et enfin les pages type pricing, panier, puis la page de confirmation de paiement. Et c'est vraiment important, en fait, quand on a un user journée, de bien s'attacher à bien découper ce tunnel de conversion pour identifier les étapes où on va perdre des utilisateurs et pouvoir mener des actions correctrices. Donc, à ce niveau-là, ce qui est assez important dans un second temps, c'est de segmenter ces entonnoirs de conversion. Et pour la segmentation, vous avez plusieurs critères. Vous pouvez segmenter par device, par browser. Vous pouvez segmenter aussi par source d'acquisition. Et en fait, ça va vous permettre de dégrossir finalement le tunnel de conversion assez macro que vous avez pour comprendre si, par exemple, sur mobile, enfin sur web mobile, vous avez des performances qui peuvent justement dropper parce que vous avez des temps de chargement de page qui sont plus longs, parce que vous avez un responsive design qui n'est pas extraordinaire. Et c'est vachement important justement de segmenter son tunnel à travers ces critères. Nous, typiquement, chez Luco, on s'est rendu compte qu'on avait des performances sur le funnel web mobile
en termes de vitesse de chargement de page, en termes de réactivité, qui était pas extraordinaire. Du coup, on a fait un petit audit avec l'aide d'un tech et on a pu comme ça optimiser les vitesses de temps de chargement des pages. Donc, ce n'est pas ça forcément qui va avoir un effet colossal sur l'amélioration du taux de conversion, mais c'est ces petits quick wins qui, en fait, additionnés les uns aux autres, vont permettre, in fine, de maximiser ce taux de conversion. Donc, très important de bien segmenter ces entonnoirs de conversion. Et ça peut permettre aussi de déceler des bugs. Typiquement, si vous segmentez par browser, vous vous rendrez compte peut-être qu'à certaines étapes, vous avez des drops qui peuvent être liés en fait, à un mauvais affichage de certains éléments sur certains browsers. Donc, c'est important, une fois que vous avez un premier tunnel de conversion macro, que la seconde étape, ce soit celle justement de la segmentation. Et enfin, pour étudier un funnel, vous avez aussi d'autres exemples que juste le tunnel de conversion. C'est celui du Customer Journey Map, donc qui est juste à droite. Et là, l'idée, c'est plus qu'on reste dans cette logique de découper un parcours utilisateur à travers différentes étapes. Donc, landing page, les étapes qui permettent de récupérer les informations sur l'utilisateur, puis ensuite page panier. Et c'est juste que là, on va plutôt s'intéresser au ressenti utilisateur à chacune de ces étapes. Donc, c'est ce que je vous ai précisé, donc tout ce qui est feeling, thinking, fears, doing. Vous avez quelques petits exemples sur le screenshot, même si je pense qu'il n'est pas extrêmement lisible. Et l'idée, là, c'est plus de se dire, de se mettre à la place de l'utilisateur. Ce qui est intéressant, c'est de mener des tests utilisateurs ou des interviews au préalable et d'essayer d'identifier à chaque étape quelles sont finalement les craintes qu'il peut avoir, craintes qui vont générer de la friction, pour justement pouvoir, sur le produit, mettre un peu de réassurance ou en tout cas dissiper ces craintes. Alors, la seconde étape, une fois que vous avez défini en fait ces parcours utilisateurs pour être certain de bien les catégoriser, ça va être de visualiser et suivre ces parcours utilisateurs. Évidemment, l'idée, ce n'est pas de le faire à un instant T, mais c'est qu'en fait, de manière récurrente, alors, ça dépend de la volumétrie de trafic que vous avez, ça dépend de la vitesse à laquelle vous effectuez des changements sur votre site. Peut-être qu'un suivi daily, ça peut juste être un petit check, savoir vous recevez une alerte sur votre boîte mail, vous regardez rapidement et vous faites une analyse un peu plus poussée de manière weekly ou de manière monthly. Mais en tout cas, vous allez devoir suivre ces entonnoirs de conversion dans le temps. Et pour les suivre, vous allez avoir besoin d'un outil analytics qui soit adapté à vos besoins pour justement les représenter, ces parcours utilisateurs. Donc, je vous ai mis plusieurs exemples. Vous avez des outils comme Amplitude, comme Google Analytics, comme Heap Analytics, qui sont tous intéressants et qui répondent à des objectifs un petit peu différents. Amplitude va être très orienté sur tout ce qui va être behavioral, enfin vraiment le comportement des utilisateurs dans le produit, là où un Google Analytics va être plus orienté sur tout ce qui est suivi de l'acquisition. Heap Analytics se rapproche plus d'un Amplitude. Et là, l'outil, ça va vraiment dépendre en fait de plusieurs critères, votre budget, vos besoins. À titre personnel, je sais que j'ai utilisé chacun des outils. J'ai une préférence pour Amplitude, qui je trouve va un peu plus loin, notamment dans tout ce qui est analyse des comportements, possibilité de segmentation, et qui en plus est très user-friendly, là où un Google Analytics peut être un petit peu plus, même s'il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été faits, un peu plus difficile à prendre en main. Et donc, une fois que vous avez sélectionné l'outil Analytics, que vous avez représenté vos différents dashboards, vous n'êtes pas obligé de représenter tous vos dashboards. Ce qui est important, c'est de représenter les principaux funnels ou clés qui sont liés justement au parcours utilisateur clé que j'ai mentionné. Pour tout ce qui est segmentation, vous pouvez le faire à la volée. Et une fois que vous avez ces grands funnels, évidemment, l'objectif, c'est de les analyser. Pour cela, il y a deux bonnes pratiques. Le premier, ça va être déjà de s'intéresser à où est-ce qu'il y a un drop. Généralement, sur ces outils, en termes de visualisation, c'est assez évident. Nous, typiquement, sur le dashboard qu'on a pu créer chez Luco, on voyait que c'était assez frappant. On avait un drop au niveau de la page pricing. Globalement, c'était assez flat sur toutes les étapes précédentes et on constatait un drop assez important à cette étape. Et chez Virtuo, c'était c'était aussi assez évident. C'était concrètement sur l'étape où on affichait les résultats de recherche et où le pricing était présenté pour la première fois. C'était là aussi où on avait un gros drop. Donc, pour résumer, globalement, où est-ce que vous perdez des utilisateurs? Généralement, c'est assez évident. Ça, c'est plus où est-ce qu'on en perd. Et après, ce qui va être intéressant, ça va être pourquoi est-ce qu'on en perd. Et ça, c'est plus complexe et ça demande un peu plus de temps d'analyse pour avoir des réponses.
Et autant où est-ce qu'on perd des utilisateurs, c'est l'outil Analytics qui va pouvoir vous donner des réponses. Autant pourquoi est-ce qu'on en perd, là, ça va plutôt être des méthodes de user research, de product discovery qui vont vous permettre de le déterminer. Donc là, typiquement, une bonne pratique, pareil, c'était une des premières actions que j'ai menées en arrivant chez Luco, c'était de se dire, on va aller interviewer des gens qui ont droppé sur cette fameuse page pricing. Et du coup, on a identifié en base de données des utilisateurs ayant droppé, on leur a envoyé un mail, on les a interviewés, et ça nous a permis comme ça d'avoir pas mal d'éléments pour améliorer cette page pricing, notamment en termes de réassurance. Donc ça, c'est une bonne pratique. Mais il y a d'autres possibilités aussi. On peut envoyer un survey typeform. On peut aussi, avec des outils comme Hotjar, configurer une petite banner qui va s'afficher lorsque l'utilisateur est sur le point de quitter la page. Donc, il y a pas mal de leviers pour essayer de comprendre pourquoi un utilisateur s'apprête à quitter notre site. Et enfin, dernière bonne pratique sur le suivi de l'évolution de la conversion. Vous pouvez aussi mettre en place, donc, je crois que je l'avais mentionné, mais des alertes. Et typiquement, sur Amplitude, si vous payez l'option adéquate, vous pouvez mettre en place des alertes. C'est également ce qu'on s'apprête à faire là, dans les semaines qui viennent, c'est-à-dire juste définir lorsque mon taux de conversion descend en dessous de X%, alors je veux recevoir une alerte email, ce qui vous permet d'être dans la réaction et d'éviter qu'à l'inverse, vous constatiez X jours après une chute d'un taux de conversion qui est assez critique pour vous d'un point de vue business. Donc ça, c'était pour la partie vraiment acquisition, on va dire, plutôt haut de funnel. Après, vous avez aussi dans cette lignée tout ce qui est lié à l'acquisition pure, au sens marketing du terme. Ce qui est important, et là, c'est un vrai travail en collaboration avec les équipes marketing growth, en fonction de leur nom dans votre société, mais c'est de s'intéresser avec eux à quel est le product channel fit finalement. Alors, de la même manière que vous avez le concept de product market fit, où c'est le concept selon lequel un produit finalement va trouver son marché de manière un petit peu organique. Product channel fit, l'idée derrière, c'est de se dire que par rapport en fait à votre catégorie, par rapport au business model de votre produit, est-ce que c'est un produit, est-ce que c'est un SaaS, est-ce que c'est du retail, est-ce que c'est du social media? Il va y avoir finalement des channels qui vont naturellement être beaucoup plus adaptés à ce produit qu'une autre channel. Sachant que dans les channels, vous avez 3 grandes catégories. Alors, ensuite, on peut trouver des sous-catégories. Vous avez toutes les channels qui vont être tout ce qui est viral, bouche à oreille, tout ce qui va plutôt être organique et tout ce qui va être paid. Et en fait, ce qui est assez intéressant, et c'est notamment ce que j'essayais de souligner avec la loi de la distribution à droite, c'est que vous allez avoir finalement un canal qui va vous ramener globalement la plupart de vos utilisateurs. Donc, typiquement, chez Luco, il y a pas mal de flux qui viennent d'un canal en particulier. Chez Virtuo, c'était un petit peu la même histoire. Et l'idée, ça va être de l'identifier pour pouvoir concentrer les optimisations sur ce canal. Et en parallèle de l'amélioration du fine-tuning d'un canal d'acquisition principal, ce qui va être aussi intéressant, ça va être d'identifier au fur et à mesure des nouveaux canaux d'acquisition. Donc ça va être le travail de l'équipe marketing, mais l'idée en tant que product manager qui s'intéresse à toutes ces problématiques d'optimisation du parcours, ça va aussi travailler main dans la main avec eux. Et pour ce faire, il y a 2 moyens. Déjà, pour identifier des nouveaux canaux, vous avez l'exemple du Bulleyes Framework, qui est un atelier qui consiste à investiguer plus d'une dizaine de canaux d'acquisition. Alors c'est un workshop avec plusieurs participants d'horizons variés, où en fait, on va émettre des idées pour chacun des canaux d'acquisition et ensuite les prioriser pour lancer des expérimentations sur certains d'entre eux. Et donc, en termes d'expérimentation, c'est également là où vous pouvez travailler avec le marketing, notamment sur du copywriting, sur l'optimisation de landing page. Donc là, ça peut être typiquement chez Luco, une de nos landing pages, c'est notre homepage. On va travailler sur l'amélioration de la proposition de valeur qui est présentée et conserver celle qui génère les meilleurs taux de conversion. Taux de conversion aussi bien sur le passage de la homepage vers le début du funnel que de la homepage vers la conversion finale.
Et donc, ça me permet de faire le lien avec le rôle du product manager dans l'acquisition. Ce qui est fondamental, c'est de mettre en place, en tout cas quand on est product manager, avec ce genre de problématique. Quand on est product manager plus sur des sujets internes, évidemment, cette collaboration fait beaucoup moins de sens. En tout cas, quand on travaille sur ces problématiques, l'intérêt, c'est voilà, de travailler main dans la main avec les équipes marketing and growth. Et pour cela, c'est de mettre en place les bons rituels. Alors, les rituels, ça peut être tout simplement des bi-weekly avec chacun des intervenants clés. Typiquement, chez Virtuo, l'idée, c'était que j'avais mis en place des bi-weekly avec la responsable d'acquisition, avec le responsable partenariat, ce qui permettait comme ça d'avoir un suivi fréquent et de pouvoir être alerté voilà, quand il y avait des opérations qui pointaient le bout de leur nez. Et après, vous avez aussi des rituels type growth meeting, où on va avoir les leads de chaque entité growth, plus un ou plusieurs product managers, dans lesquels on peut assurer la communication, prioriser au sein de l'équipe growth les besoins qui impliquent du product et de la tech. Et ça permet comme ça de s'assurer qu'en fait, les équipes product and tech travaillent toujours sur les sujets growth qui ont le plus d'impact. La deuxième chose qui est importante, c'est de donner de l'autonomie aux équipes marketing and growth. L'idée, ce n'est pas que le product and tech soit un petit peu une agence interne, mais c'est plutôt qu'à l'inverse, le produit et la tech puissent faciliter la vie des équipes marketing, notamment en leur donnant la possibilité de facilement éditer un blog. Ce que je mentionnais sur améliorer la proposition de valeur et en tester des différentes sur la homepage, finalement, c'est aux mains de l'équipe marketing chez Luco, à l'aide d'un outil qui s'appelle Prismic, qui était aussi un outil qu'on utilisait chez Virtuo, qui permet comme ça à des personnes non-tech d'éditer facilement tout type de contenu. Et après, il y a d'autres outils qui permettent d'avoir cette indépendance. Sur le tracking, on peut penser à des outils comme GTM, qui permettent à des personnes issues du marketing ou du growth de paramétrer eux-mêmes leurs différents événements, leurs triggers. Et si on veut aller même un peu plus loin, et c'est ce qu'on fait sur certains outils chez Luco, on peut penser à des outils no-code qui vont permettre de créer from scratch des parcours utilisateurs sans solliciter un tech, et comme ça de tester rapidement est-ce qu'on a un problem solution fit et même est-ce qu'on a un product market fit dans un second temps. Et donc, je pense que là, c'est assez important en tant que product d'avoir ça en tête dans la collaboration avec l'équipe marketing sur l'acquisition, de vraiment toujours viser le fait de leur conférer le plus d'autonomie possible et que finalement la tech leur permette de mettre en pratique toutes les idées qu'ils peuvent avoir pour maximiser l'acquisition. Et donc, on parle de rituel, on parle de collaboration. Et enfin, troisième élément clé, c'est juste la mise en place de bons process et notamment le besoin de centraliser les différentes requests qui peuvent venir de chaque membre de l'équipe growth. Parce que généralement, dans un contexte notamment d'hypercroissance, comme c'était le cas chez Virtuo et chez Luco, il y a beaucoup de demandes qui proviennent de ce département-là. Et l'important, c'est de pouvoir justement bien les centraliser pour ensuite les prioriser. Et ça peut être mis en place via un backlog de growth requests, comme on a en tant que product manager, un backlog plus de product features. Et toujours dans cette volonté de travailler main dans la main avec le marketing, deux éléments, c'est que je parlais de segmentation en fonction des browsers, en fonction des devices. Et bien sûr, ce qui est important, c'est de segmenter aussi par canaux d'acquisition et notamment de s'intéresser à quel canal d'acquisition permet d'optimiser le CAC, le coût d'acquisition d'un client, quel canal d'acquisition permet d'optimiser la lifetime value, ce que va nous rapporter un utilisateur pendant toute la durée où il reste dans le service. Donc, extrêmement important, parce qu'on peut avoir typiquement des canaux qui convertissent bien, mais si derrière, les utilisateurs qui convertissent sont des utilisateurs qui nous coûtent extrêmement cher, qui ont une lifetime value qui est très faible, et pour synthétiser, quand on fait le ratio des deux, le ratio est extrêmement négatif, ça vaut avoir des taux de conversion intéressants. Est-ce que finalement, par rapport à la stratégie business, c'est vraiment sur ce canal-là qu'on a envie de miser. Et c'est propre après à chaque stratégie d'entreprise, mais ce n'est pas forcément le cas, justement. Et enfin, dernier point, la nécessité de bien personnaliser ses parcours d'utilisation en fonction des canaux d'acquisition. Donc, on peut aller sur des personnalisations assez rudimentaires. Typiquement, on utilise pas mal du URL tracké,
des partenaires qui mettent en valeur via une petite bannière locaux. Et quand on clique dessus, on arrive sur un parcours où finalement, on va retrouver le logo du partenaire dans le header, dans la navbar, comme on peut aller sur des intégrations un peu plus poussées, où on va avoir des codes promo qui vont être pré-appliqués directement au niveau de la page panier. Mais on est dans cette logique de personnaliser les parcours en fonction du canal d'acquisition initial. Donc, on s'est intéressé à bien définir, bien suivre ces funnels, travailler main dans la main avec justement les équipes growth et de marketing pour maximiser l'acquisition. Maintenant, quand on arrive à envoyer du flux sur notre produit, sur nos parcours utilisateurs, ce qui va être important, ça va être justement de les activer. Donc, l'activation, ça va être le premier moment d'enchantement rencontré par l'utilisateur qui va beaucoup dépendre de votre produit. Nous, typiquement, le premier moment d'enchantement, c'est quand il souscrit à une assurance habitation. Il y a justement un côté un petit peu waouh quand il découvre un parcours de souscription avec une UX assez léchée, un petit peu à rebours de ce que peuvent proposer des assureurs plus historiques. Chez Virtuo, c'était le moment où il souscrivait, où il réservait sa location, sachant que le deuxième, c'était quand il l'a commencé. Et donc, pour maximiser l'activation et donc s'assurer que sur 100 utilisateurs, le plus possible, finalement, à y souscrire, une bonne pratique, c'est l'analyse de funnel. Et une fois qu'on a compris pourquoi est-ce que nos utilisateurs drop, ce qui va être intéressant, c'est de mettre en place une démarche d'A/B test qui va être un processus rigoureux. Vous avez une overview à droite où globalement, on va générer donc des idées et se dire, tiens, comment est-ce qu'on pourrait maximiser le nombre d'utilisateurs qui passent de l'étape A à l'étape B. On va organiser et prioriser ces différentes idées. Alors, il y a tout un tas de frameworks, mais bon, globalement, l'idée, c'est toujours se dire quel est l'impact que je pense que cette expérimentation va avoir et qu'est-ce que ça me coûte d'un point de vue tech, d'un point de vue opérationnel de la mettre en place, de la tester. Donc là, c'est vraiment lancer le test et attendre des résultats significatifs. Et ensuite, il y a la phase d'analyse où on va regarder, si on prend un A/B test, une version A qui va être la version actuelle d'un site, une version B qui va être une nouvelle version. On va regarder si, par rapport au KPI qu'on a défini, est-ce qu'il y a une version qui est plus performante qu'une autre. Et si c'est le cas, on va l'optimiser et mettre en production la variation gagnante. Et donc ça permet justement en permanence essayer d'améliorer l'UX et donc la conversion sur le site. Alors, il y a quelques prérequis avant de se lancer dedans. Typiquement, ça va être le bon mindset, être assez à l'aise avec le fait que la plupart des expérimentations elles vont échouer et que c'est juste certaines d'entre elles qui vont permettre de maximiser cette conversion. Il faut avoir une composition d'équipe qui permette de faire de la data analyse, de setuper l'A/B test. Et enfin, il faut avoir suffisamment de trafic pour avoir une significativité statistique. Globalement, pour que finalement, les résultats qui s'affichent aient une valeur statistique et qui soient exploitables. Et donc ça, pour le mettre en place, ça passe notamment par la mise en place d'un backlog d'expérimentation que je mentionnais tout à l'heure d'ailleurs sur le backlog de Growth Request. Vous avez donc différentes requests qui proviennent des équipes Growth et vous pouvez aussi de votre côté créer des expérimentations qui vont nourrir ce backlog-là. Et une fois que vous avez ce backlog, concrètement, vous lancez votre première expérimentation. Alors, pour s'assurer que l'expérimentation est bien cadrée, vous pouvez partir d'une hypothèse card. Globalement, c'est juste définir quelle est l'hypothèse que je cherche à vérifier, quel KPI je pense que ça va impacter, quelles sont mes différentes variations et comment est-ce que j'estime qu'on est plutôt sur un succès ou sur une expérimentation qui n'est pas probante. Ensuite, on l'analyse via la learner card. Et ensuite, on partage les résultats via des process dédiés. Donc, ça peut être des mails qui sont envoyés en fin de semaine sur les différentes expérimentations qui ont été lancées avec succès, ou ça peut être lors du growth meeting, où vous êtes justement avec tous les leads growth marketing. Voilà, il y a plusieurs configurations qui sont possibles. Et pour lancer ces expérimentations, vous avez des outils qui sont dédiés. Vous avez A/B Testy, vous avez Chameleon, ou alors vous pouvez aussi opter pour des outils internes, puisque typiquement des outils comme A/B Testy ou comme Chameleon peuvent parfois un petit peu biaiser les résultats. Et parfois, sur ce genre de sujet, on n'est jamais mieux servi que par soi-même en mettant en place un outil interne d'A/B test. Et enfin, donc, dernière partie, quand on a maximisé l'acquisition, l'activation, on va s'intéresser aux revenus.
Et pour ce faire, ce qui va être important, c'est toujours de partir de votre business model. Est-ce que vous êtes plutôt un business model e-commerce, SaaS ou social media? Et typiquement, sur ce sujet, les enjeux entre Virtuo et Loco sont assez différents. Chez Virtuo, on était plutôt sur un modèle transactionnel où finalement, nos utilisateurs, ils louaient une voiture en moyenne entre 2 et 3 fois par an. Là où à l'inverse, sur Loco, on va plutôt être sur un modèle SaaS où nos utilisateurs, une fois qu'ils ont souscrit à une assurance habitation, l'objectif, c'est qu'ils restent avec nous le plus longtemps possible. Et typiquement, sur la monétisation, chez Virtuo, l'enjeu, c'était plus de se dire, on va essayer d'augmenter la fréquence d'utilisation pour maximiser finalement le revenu généré par nos utilisateurs. On avait notamment travaillé sur une offre d'abonnement en se disant que justement, un petit peu comme ce qu'a pu mettre en place Deliveroo avec Deliveroo Plus, enfin tous les services de livraison, ça va inciter comme ça l'usage. Et à l'inverse, sur Loco, on va plutôt être sur des enjeux, certes, de rétention, on va toujours essayer d'améliorer la rétention, mais aussi beaucoup d'essayer d'augmenter le panier moyen et la LTV, via notamment la mise en place de cross-sell, d'upsell, et le fait de penser le parcours pour des profils à plus fort panier moyen. Donc ça, c'est le premier enjeu pour bien monétiser sa base d'utilisateurs, c'est connaître votre business model. Et enfin, identifier dans votre tunnel les étapes critiques en termes de monétisation. Donc là, c'est les pages panier, page paiement pour le e-commerce, et peut-être y concentrer plus d'attention que sur les étapes précédentes, notamment si vous constatez que globalement, le drop est plutôt sur ces étapes propres à la monétisation. Et enfin, sur la monétisation, et pour conclure, parce que je vois qu'on approche de la demi-heure, on a même légèrement dépassé, ce qui est important, c'est de segmenter vos utilisateurs en différentes cohortes. Un premier exemple, on va dire que le b.a.-ba, c'est déjà de segmenter une high revenue cohort versus une low revenue cohort pour voir un petit peu quels sont les profils finalement des utilisateurs qui vont vous générer le plus de revenus versus à l'inverse ceux qui en ont le moins. Donc c'est ça, c'est identifier les personnes à l'intérieur de vos cohortes et leurs pain points. Donc pour ce faire, pareil, vous pouvez passer par des interviews, par des sondages. Vous pouvez aussi, sur Hotjar notamment, si vous utilisez la version business, exporter des user ID d'amplitude qui correspondent à des utilisateurs avec des revenus élevés. Et vous pouvez comme ça essayer de regarder via les heatmaps, via les session recording, est-ce qu'il y a des actions en particulier qu'ils effectuent. Et du coup, essayer d'améliorer le produit en conséquence. Et enfin, dernier point sur la monétisation et sur le fait d'être proche de vos utilisateurs, ça va être de les sonder en permanence sur des offres et services à venir. C'est ce qu'on faisait chez Virtuo, où fréquemment, en fait, on leur proposait les différentes offres et services qui pourraient résoudre leurs problèmes et nous permettre d'augmenter leur fréquence d'utilisation. Et on mettait souvent en production celui qui recevait le plus de votes. Et enfin, dernier point sur le pricing, qui forcément dans le revenu est extrêmement important. Alors, vous pouvez avoir des product managers pricing, ce n'est pas le cas encore chez Loco, ce n'était pas le cas chez Virtuo. Je pense que ça dépend aussi de la taille de la boîte, ce n'est pas le premier profil qu'on va recruter en tant que product. Mais s'il n'y en a pas, ce qui est important, c'est de travailler étroitement avec les équipes en charge de l'algorithme de pricing, notamment s'il y a des A/B tests sur le pricing, pour s'assurer que ça ne vient pas paralyser vos propres A/B tests, en tout cas les biaiser. Et à minima, ce que vous pouvez faire, c'est personnaliser les offres en fonction du profil de l'utilisateur ou en fonction de l'offre et de la demande. Et typiquement, chez Virtuo, il y avait tout un algorithme de pricing qui faisait varier les prix en fonction de la saisonnalité et donc de l'offre et de la demande. Donc, le sujet du pricing, en l'absence d'un product manager dédié, à minima, important de bien veiller à ce que la relation avec les équipes pricing soit bien en place. Et donc, on arrive à la fin. Peut-être pour vous faire un petit takeaway, si on synthétise très rapidement, quelques points, à mon avis, qui me semblent importants d'avoir en tête. La nécessité de bien définir votre parcours utilisateur à travers un entonnoir de conversion et de le segmenter. La collaboration assez clé sur ce genre de sujet avec les équipes marketing and growth. Mettre en place les bons rituels, les bons process et leur conférer de l'autonomie. Et enfin, sur la partie plus conversion-activation, la nécessité assez rapidement, quand on commence à comprendre pourquoi est-ce qu'on perd des utilisateurs, de mettre en place un process d'expérimentation. Voilà, c'était à peu près les points qui me semblaient intéressants de mentionner. Et du coup, je vous remercie pour votre écoute. Merci beaucoup, Fabien. Si vous avez des questions, je peux y répondre. Canon, merci beaucoup.
Du coup, on va vous laisser poser directement en fait, vos questions à Fabien. Enfin, vous n'avez pas besoin de nous pour lui parler directement. L'idée étant qu'on puisse passer peut-être une ou deux minutes sur chacune d'entre elles. Il me semble, Nolwenn, qu'on a parlé pas mal d'outils. Du coup, on va peut-être enchaîner avec toi, Aminata, puis avec toi, Axel. Juste avant, et n'hésitez pas, si vous avez d'autres questions, vraiment mettez-les dans la chat room, histoire juste qu'on puisse organiser ça. Juste avant, je vais prendre 30 secondes pour parler de The Product Crew. Si tu veux bien juste me laisser le partage, Ouais. Fabien. Aujourd'hui, nous, certaines personnes ont pu voir qu'on a un chouïa évolué dans notre positionnement ces derniers temps. On se positionne un peu, enfin, on est en train de créer en fait une communauté. Enfin, la communauté est plutôt créée, elle a plutôt bien grandi même ces derniers mois, ces derniers temps, de passionnés du product. L'idée étant d'apporter un ensemble de services permettant, enfin, et une plateforme additionnelle permettant de vous accompagner sur vos enjeux carrière dans le product management. Donc, ça va être des ressources exclusives pour les membres de la communauté, pour les membres externes comme pour les membres internes. Ça va être du recrutement. On lance des sessions qu'on appelle Open Candidate chez nous, qui sont mensuelles, qui débutent voilà, premier du mois. Et certains d'entre vous ont pu en faire partie, en font partie là en novembre. Ça va être des services aussi un peu plus axés communauté. Et là, on est en plein lancement d'un projet. Je ne vous en dis pas plus, qui va vachement vous plaire. Surtout pour celles et ceux qui participent à Open Candidate. Ça va être du coaching, beaucoup de coaching pendant la phase de recrutement, parce qu'on commence à avoir accumulé pas mal de tips là-dessus. Et ça va être des événements comme ce soir. Voilà, aujourd'hui, il y a plus de 3000 personnes. Il y a des très belles startups qui recrutent chez nous tous les mois. Tous les mois, il y a un peu plus de 50 job openings. Là, aujourd'hui, sur novembre, je crois que les inscriptions sur Open Candidate sont ouvertes jusqu'à là, à la fin de la semaine. Et pour vous dire un mot sur comment ça fonctionne, lorsque vous êtes inscrit là-dessus, que vous êtes accepté pour entrer dans ce process, l'idée, c'est que votre profil est pushé à des entreprises tech qui recrutent quelqu'un comme vous, et celles qui sont intéressées par votre profil vous contactent directement. C'est assez direct, c'est assez informel, ça crée pas mal de connexions, et on a beaucoup de personnes qui se retrouvent avec 5, 10, voire 15 propositions d'entretien en tout début de mois. Donc, n'hésitez pas, on va vous remettre le lien dans la chat room. Sur ce, on va enchaîner. Je vais te laisser, Aminata, peut-être directement prendre la parole pour poser ta question. Merci beaucoup, Mehdi. Merci, Fabien, pour l'intervention. Une question concernait les backlogs. Donc, c'est un peu en parallèle du sujet. On a parlé de différents backlogs. Backlog de growth request et backlog d'expérimentation. Comment est-ce que sont gérés ces différents backlogs? Est-ce que c'est géré de manière centralisée ou est-ce que c'est géré de manière indépendante, peut-être linéaire? Peut-être que ça ne concerne pas toujours les mêmes équipes. Mais en l'occurrence, pour le growth request, il y a peut-être des demandes fonctionnelles qui vont impacter le backlog de développement. Comment est-ce que c'est géré avec le backlog de développement? Ouais, alors effectivement, tu vas avoir un backlog de growth request qui va être d'un point de vue tech traité par une équipe dédiée. Dans les growth requests, globalement, tu vas trouver tout ce qui va concerner les stakeholders. Ça va être tout ce qui va être brand et tout ce qui va être aussi les équipes d'acquisition avec notamment le tracking. Donc, tu vas retrouver beaucoup de choses qui vont être optimisation du tracking, qui vont être évolution et personnalisation de l'outil Prismic que je mentionnais. Et parfois, effectivement, tu vas avoir certaines requests qui vont impacter plutôt le développement et l'évolution de notre produit. Et dans ce cas-là, tout simplement, la request, bien sûr, on va la cesser. Et si elle a du potentiel, on va la transférer dans le backlog produit qui est géré par une autre équipe. Mais globalement,
95% des growth requests vont être traités par l'équipe que je mentionnais. Et pour le backlog d'expérimentation, donc le growth request, c'est vraiment centralisé, c'est pour tous les stakeholders de l'équipe growth. Et tu vas avoir aussi un backlog d'expérimentation. Donc là, va plus être un backlog pour améliorer la conversion sur notre funnel, qui va plus être un backlog d'A/B test, qui pareil, qui est centralisé. N'importe qui, entre guillemets, peut émettre une idée d'A/B test. On va ensuite raffiner comme un backlog classique. Et une fois qu'une expérimentation a été définie et qu'on a envie de la lancer, on va créer une user story qu'on va injecter dans le sprint de l'équipe de développement classique. C'est un petit peu comme ça que c'est géré. Et les deux backlogs expérimentation et growth request sont vraiment très ouverts sur les stakeholders, et le backlog de développement est plutôt bien sûr interne à l'équipe Tech and Product, quoi. Je crois que... Est-ce que ça répond à ta question, Aminata? Je crois qu'on avait Axel aussi qui avait une question, si tu veux échanger directement avec Fabien. Ouais, je veux bien, merci. Déjà, merci pour la présentation. C'était vraiment intéressant. Du coup, Luco, c'est une société que je suis de plus ou moins près, surtout dans ses parcours utilisateurs, parce que je suis product manager dans une société dans l'urbanisme. D'accord. Donc voilà, quoi, ça m'intéresse. Et donc, j'ai juste remarqué que vous avez enlevé la map, qui était une grosse partie du parcours, à mon avis, surtout dans l'effet wow, dans le tunnel de conversion, du coup. Donc, je voulais savoir s'il y avait une raison particulière. Alors, la map, en l'occurrence, effectivement, c'est une étape cadastre si on parle bien de la même chose, qui permet de visualiser via une vue satellitaire la parcelle où est situé ton logement, et qui donne assez rapidement un petit diagnostic de risque en haut à droite. En l'occurrence, on ne l'a pas enlevé, en tout cas sur le parcours. Je ne sais pas quel parcours de souscription tu as fait, mais sur le parcours de souscription pour les maisons, le parcours est toujours présent. Par contre, ce qu'on a permis, c'est de passer la step. Donc, tu vas avoir un petit hyperlien skip the step ou passer, qui permet justement de ne pas identifier ta parcelle et de passer l'étape d'après. Et ça, par contre, c'est quelque chose qu'on a A/B testé. En fait, on s'est rendu compte qu'on perdait beaucoup de gens à cette étape. Donc, en fait, on a fait un premier A/B test qui visait à observer sur la conversion si, en permettant aux utilisateurs de passer cette étape, on voyait une augmentation. Et effectivement, on voit bien une augmentation. Et du coup, là, la question, c'est plus maintenant de se demander, est-ce qu'on va la conserver? Est-ce que, fort de cet enseignement, est-ce que finalement, on va tout bonnement pas la supprimer? Mais en tout cas, à l'heure actuelle, sur le parcours maison, ça devrait s'afficher. Le seul cas où ça ne va pas s'afficher, c'est si ton adresse, quand tu la renseignes, n'est pas identifiée par Google Maps et que tu la renseignes manuellement. Et là, effectivement, on ne récupère pas les données. Mais si tu l'identifies via Maps sur un parcours maison, je regarderai juste après le webinaire, mais elle est tout à fait censée s'afficher. Ok, merci. On a le temps pour une dernière question, Gérald. Salut. Bonsoir à tous. Bon, merci pour l'organisation. Merci pour ta présentation, Fabien. Moi, je me suis permis d'activer, ça fait un peu plus humain. Du coup, ma question, je ne sais pas si elle est pertinente, mais en fait, c'est jusqu'où on peut optimiser. Et ma question, je parlais d'asymptote pour ma question, c'est jusqu'où tu sais que tu peux aller, en fait. Alors, tu vas peut-être me rétorquer, ouais, on peut toujours optimiser, on peut toujours gagner quelques pourcents, etc. Mais est-ce qu'à un moment donné, en fait, est-ce que le jeu en vaut la chandelle, et à quel moment tu dois mettre un peu le frein sur les expérimentations permanentes, en fait, sur un parcours? Alors, ce qui est certain, c'est qu'en fait, plus ton trafic va augmenter, et plus ça devient pertinent de lancer des expérimentations. Parce qu'en fait, ton trafic va te permettre d'obtenir plus rapidement des réponses à tes questions. Et en fait, je dirais que justement, plus ton trafic augmente, si ton trafic augmente, c'est que globalement, ton business se porte bien et que ta boîte grossit, plus justement, c'est important de continuer c'est important d'intensifier les expérimentations. Parce qu'en fait, les expérimentations, derrière la notion de grappiller des points de conversion,
Et effectivement, je vois ce que tu veux dire par l'asymptote, puisque c'est illusoire de penser qu'on arrivera à 100% de taux de conversion. Ça n'existe pas. Mais derrière, en fait, cette notion de grappiller des points de conversion, il y a surtout la notion d'apprentissage. Et en fait, un A/B test, c'est effectivement mieux s'il est positif et si ça permet effectivement d'augmenter notre taux de conversion, quelle que soit la métrique qu'il y a derrière. Mais en fait, même quand c'est un échec, entre guillemets, et que finalement, l'expérimentation n'est pas concluante, finalement, c'est une hypothèse de base qu'on a invalidée. Et c'est finalement, ça permet justement de passer à l'hypothèse d'après. Donc, ça, c'était pour un petit peu souligner que derrière le fait de gagner des points de conversion, c'est aussi cette notion d'apprentissage qui est fondamentale. Et donc, c'est pour ça que je pense que le rythme d'expérimentation doit être soutenu. Et qu'en plus, ce qui est intéressant dans les expérimentations, c'est que c'est justement quand la boîte grossit, qu'il commence à y avoir beaucoup de trafic, qu'en fait, en lançant un test, au lieu, là, typiquement, sur les expérimentations que je mentionnais, on va devoir attendre quasiment un mois, alors qu'on a quand même un trafic conséquent. Si bien sûr je travaillais chez, je sais pas, Amazon ou Booking, ce ne serait pas un mois, ce serait peut-être une journée, quoi. Donc, je pense à l'inverse que plus on a de trafic, plus on grossit, plus ça a de sens de continuer à faire des expérimentations, en étant bien sûr conscient que, par définition, le taux de conversion va à un moment donné atteindre un plafond et que c'est plus simple, effectivement, de récupérer, de doubler son taux de conversion après une V1, on va dire, un petit peu à l'instinct, qu'après des centaines d'A/B tests lancés, quoi. D'accord, très clair. Ouais, donc tu privilégies le learning, en fait, versus juste une approche purement métrique sur la conversion, quoi, aussi. De mon point de vue, oui. Ouais. Et Mehdi, du coup, tu me permets une petite question complémentaire? Allez. Comment tu partages ces learnings, justement, et, en interne? Parce que quand ça évolue vite, il y a plein d'équipes chez nous, par exemple. Moi, je travaille chez Lulu dans ma rue, et donc on a plein d'équipes qui ne connaissent pas forcément les parcours web. Et comment tu partages ces learnings, justement, de manière optimale, en fait? Ce que je te conseille, c'est ce que je mentionnais dans la présentation, c'est de travailler via des... Alors déjà, c'est que le backlog growth soit accessible, que le Kanban qui représente les différentes étapes, donc expérimentation à l'étude, expérimentation lancée, expérimentation terminée, soit aussi accessible pour que tout un chacun puisse, lorsqu'il en a envie, consulter ce Kanban-là. Et après, ce qui est important, et c'est ce que je m'astreins à faire, c'est de ne pas bâcler la partie communication. Et là, typiquement, c'est à la fin de chaque expérimentation de rédiger donc, ce que j'appelais une learning card. Globalement, c'est faire une synthèse de l'expérimentation, rappeler quelle était l'hypothèse de départ, rappeler quel était le setup du test, présenter les résultats et ensuite présenter les next steps. Qu'est-ce que ces résultats finalement impliquent en termes de next steps? Et de partager ça de manière globale, quoi. Typiquement, nous, on a une channel Slack dans laquelle il y a tous les membres de l'équipe Growth. Et quand j'avais clôturé l'expérimentation, je l'avais partagé dedans. En tout cas, aux stakeholders clés intéressés, quoi. Et ça, c'est assez important pour éviter justement que ça reste dans un coin et que ça puisse... et que voilà, les autres collaborateurs aient un petit peu du mal à se rendre compte de l'impact ou de ce que ça sous-entend. Canon, merci beaucoup. Merci pour vos questions. Fabien, un grand merci. Je vous invite à lui laisser un feedback entre 1 et 5, là sur la chat room, un petit mot sur votre ressenti. Vous pouvez toujours le contacter sur LinkedIn. Je crois que Nico recrute aussi pas mal côté product, souvent. Il y a quelques posts, effectivement, qui vont bientôt être ouverts. Donc, n'hésitez vraiment pas. Merci beaucoup. Pour Open Candidate, vous savez comment ça marche, vous savez où nous trouver. Et je vous souhaite à toutes et à tous une excellente soirée. Je vous dis à bientôt. Parfait, merci à tous.